Monsieur Haïti, à quoi devra-t-on s'attendre pour la suite? L'AES, aujourd'hui, en tout cas, semble très bien parti au regard des chiffres que vous avez évoqués ici sur ce plateau. Écoutez, je veux déjà rassurer deux téléspectateurs qui ont appelé tout à l'heure. Allez-y. Je veux les convier à aller regarder le film Racine. C'est un film sur l'esclavage réalisé par un Afro-Américain. Il comprendra, en regardant ce film-là, Racine, il va comprendre l'attitude des syndicalistes de la CEDEAO. Et de celui qui vient de prendre la parole, M. Alioune Touré. Il comprend ce que c'est qu'il va comprendre, il aura une idée de la hiérarchisation, n'est-ce pas, des nègres, Racine. Maintenant, pour revenir à votre question, moi je pense que la CEDEAO risque de subir exactement le même sort que le G5 Sahel. Ok. C'est-à-dire, en lieu et place, n'est-ce pas, d'une organisation, la plupart des membres de la CEDEAO vont privilégier une coopération bilatérale. Et je crois que c'est en cours. Ok. C'est-à-dire, puisqu'aujourd'hui, l'espace économique, le plus grand espace économique, qui dispose des ressources, qui dispose de la pertinence, des capacités de faire même du chantage, c'est l'AES. Je crois que certains téléspectateurs nous ont confirmé ici nos propos, nos analyses. C'est-à-dire que vous avez certains pays qui ne produisent ni les bovins, ni les arachides, ni le coton, ni du Niger, qui sont dans l'espace de la CEDEAO, mais alors que toutes ces richesses se trouvent du côté de l'espace, dans l'AES, c'est-à-dire, je crois que l'oignon provient, je crois, du Niger, les arachides pareillement, le coton provient du Mali, les bovins pareillement, entre autres. Donc, je crois que la visite récemment du président de la transition du Burkina Faso au Ghana. Au Ghana, oui. Je crois que c'est un indicateur majeur qui signifie tout simplement qu'il y aura, la plupart des membres de la CEDEAO vont privilégier la coopération bilatérale. Oui. Dès lors que la CEDEAO ne sera plus un espace pour tout le monde, notamment ceux des pays de l'AES. Je crois également que, en dépit des escarmouches diplomatiques que nous avons observées au tout début de l'année 2023, je crois que le Niger et le Bénin ont privilégié le business. Ils sont revenus à des meilleurs sentiments. Et je crois que dans ce contexte-là, le Bénin a plus besoin du Niger que de l'inverse. Parce que le Niger était en train de trouver des alternatives pour l'évacuation de son pétrole du côté du Cameroun. Heureusement, je crois que les négociations, ils ont pu trouver un été d'entente. Finalement, ils ont privilégié le business. Je crois qu'il y a des canaux de discussion, de dialogue qui restent ouverts entre le Niger et le Bénin. Ça traduit donc finalement ce que je viens de dire. Vous avez des canaux de discussion, d'échange entre le Sénégal et certains pays membres de l'AES. Ça veut dire qu'on va prioriser, n'est-ce pas, les canaux de la coopération bilatérale. Vous avez des canaux de discussion, des dialogues qui sont ouverts entre certains pays de l'AES et le Togo, entre autres. Oui. Nous pensons donc que de ce point de vue, il y a beaucoup de pays vont privilégier la coopération bilatérale. Le Nigeria a ouvert, n'est-ce pas, une partie de sa frontière au Niger, en dépit du fait que la fourniture d'électricité, d'énergie électrique, c'est au petit bonheur, n'est-ce pas, ça se fait au petit bonheur. Mais en plus, lorsqu'on regarde les intérêts géoéconomiques, je pense qu'aucun pays au monde ne peut cracher sur les dividendes que lui offre, par exemple, le transit sur son territoire d'un oléoduc ou bien d'un gazoduc. Je ne pense pas. Il faut être certainement tel homme. Avant qu'il soit devenu lucide, il faut penser qu'il fallait privilégier, il fallait sacrifier sa population au détriment des intérêts justement j'ai envie de dire, nationaux. Donc, nous avons le sentiment, en tout cas c'est mon point de vue, que la CEDEAO risque de subir le même sort que le G5 Sahel. Parce que lorsque le Mali claquait la porte, ce machin-là, il y en a qui ont pensé qu'il fallait isoler le Mali, mais sauf que lorsque il y a un deuxième État qui a claqué la porte du Niger, a claqué la porte de ce machin-là, on a finalement compris que c'était devenu un machin, mais un machin. Finalement, c'est mort de s'appeler c'était belle mort. Et je crois que c'est même ça qui s'est réservé à la CEDEAO. Malheureusement, si elle ne se remet pas en question, si elle ne se réforme pas
En tout cas, si elle est toujours infiltrée, inféodée par des puissances étrangères, si elle constitue tout simplement un syndicat, n'est-ce pas, de vassaux et d'arbres. Je voudrais terminer en disant que nous pensons aujourd'hui que l'Afrique a eu plusieurs opportunités, à la fois historiques et géopolitiques, de pouvoir se déterminer, de pouvoir être libre et indépendant, de pouvoir obtenir son autonomie. Je crois qu'il y a plusieurs événements géopolitiques dans le monde en ce moment qui sont une opportunité pour l'Afrique de véritablement et définitivement choisir son camp. Parce que le monde actuel ou à venir ne va plus appartenir aux tergiversations. Il faudra que chacun ait son camp. Je crois que le bloc occidental est parfaitement conscient. Aujourd'hui, tout le monde courtise l'Afrique comme une belle demoiselle, mais il appartient à cette belle demoiselle absolument de choisir quel est son véritable... de faire le meilleur choix en tout cas. Lorsque les gens vous disent « l'Afrique est notre avenir », ce n'est pas un slogan. Oui. C'est une question de survie pour ces gens-là. Ça veut tout simplement dire que sans l'Afrique, beaucoup de pays en Europe et en Occident vont dégringoler, vont connaître des crises majeures. Je parle des crises économiques, des crises sociales. Parce qu'ils se nourrissent du pillage du continent africain. Il appartient donc à l'Afrique de choisir des meilleurs partenaires, des partenaires qui respectent sa souveraineté, qui respectent ses choix, qui ne viennent pas lui faire des injonctions, lui faire le chantage, viennent piller ses ressources et lui parler avec condescendance. Tout en faisant croire à tout le monde, à toute la planète entière, que l'Afrique a besoin du FMI, de la Banque mondiale, du Club de Paris de Londres pour survivre, alors que l'Afrique est assise, les populations africaines sont assises sur des mines d'or que viennent exploiter les autres. Vous avez des individus qui viennent sur le continent africain, qu'ils soient des personnes morales ou physiques, qui viennent sur le continent africain avec des sacs vides, des méropathes, avec des mallettes pleines d'argent. C'est assez scandaleux. C'est absolument très scandaleux. Alors que l'Afrique a tout. Des ressources humaines, on en a tout. Il n'existe aucun organisme international où vous n'allez jamais retrouver un Africain. Ils sont partout. Et qu'est-ce qui pose problème? Parce qu'il y a un problème de gouvernance, des problèmes de vision, des problèmes de perspective. Nous avons un marché, le continent africain, c'est un vaste marché. Lorsque vous êtes une population de près d'1,5 milliard d'habitants, sur une superficie de 30 millions de kilomètres carrés, c'est un marché. Non pas un marché de consommation, mais ça devrait être un marché de production. Et que se passe-t-il? Parce que nous avons à la tête de nos États des gens, des esclaves de maison qui ne sont pas là pour travailler pour le compte des intérêts d'Afrique et des intérêts africains, mais pour le compte des intérêts, le compte des intérêts des pays étrangers, pour le compte des cercles ésotériques et consorts. C'est ça le problème de l'Afrique. D'où l'urgence de l'émergence de nouvelles dynamiques du point de vue politique, du point de vue intellectuel, du point de vue économique.